gagne du terrain, contrairement à ce que les gens disent. Puisqu'avec la nouvelle constitution, le président de la République ne peut pas signer une ordonnance sans l'autorisation du Parlement. Or, avec l'ancienne constitution, il avait la possibilité de le faire. Mais quand il a demandé aux élus, aux représentants de la nation, de lui donner l'autorisation avant de signer toute ordonnance, cela veut dire que c'est une façon de renforcer la démocratie. Donc c'est un pouvoir qu'il avait avant et qu'il a maintenant cédé au profit de la population, au profit des représentants de la nation. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, avec l'ancienne constitution, on savait également que le président de la République avait la possibilité de dissoudre l'Assemblée. Il a enlevé cette possibilité qu'il avait entre les mains. Il ne peut pas désormais, avec l'actuelle constitution, dissoudre l'Assemblée. Donc c'est une façon de renforcer la démocratie, de dire que c'est aux représentants de se prononcer au niveau des différentes lois. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une très bonne chose parce que c'est la démocratie qui a gagné, c'est le pays qui a gagné. Et je pense que les représentants et surtout la population sont fiers de leurs députés puisqu'ils ont fait ce qu'il fallait. D'autant plus que pour la première fois, on a procédé au comptage par ceux qui ont voté oui, ceux qui ont voté non et ceux qui sont abstenus. Au niveau de ce projet de loi qui a été voté bien sûr, il y a deux étapes qui sont cruciales, qui sont indispensables, qui sont nécessaires. La première, c'est le vote en commission. Chaque commission, il y a à peu près 8 députés. 4 ont voté contre, 4 ont voté pour, mais fort heureusement, le président de la commission, qui a une voix prépondérante, a fait voter la loi en commission. De même, on est venu en plénière, on était là, Dieu merci, les 33 députés, donc 16 ont voté oui, 16 ont voté non, il y a eu une abstention, mais comme le président de l'Assemblée a voté en faveur du loi, donc son vote ou sa voix a été prépondérante, donc ce qui fait que la loi est passée. Donc c'est une marque de démocratie et je crois qu'on ne peut que remercier au chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, d'avoir renforcé davantage la démocratie au niveau du pays. Je vous remercie. C'est 33 députés au lieu de 36. À l'approche de la rentrée universitaire 2019-2020, les préparatifs vont bon train à en croire le secrétaire général de l'Université des Comores. Les dispositions sont prises pour que les étudiants puissent s'inscrire à temps. Il a tenu à démentir sur les rumeurs qui circulent comme sur les cours de master. Je vous propose de le suivre pour de plus amples explications. Concernant la rentrée 2019-2020, nous avons beaucoup avancé puisque nous avons procédé, on l'a déjà dit, vous l'avez suffisamment remarqué, les préinscriptions réservées aux élèves qui arrivent du bac, qui ont obtenu leur bac. Donc nous avons procédé à ces préinscriptions. On a eu 5300 et quelques bacheliers, 4363 ce matin ont déjà procédé à leur préinscription. Donc c'est une réussite à ce côté-là. Ça nous permet de préparer de façon saine, détendue, les concours qui arrivent après les préinscriptions et ensuite les préinscriptions, les inscriptions définitives. Nous nous préparons de façon correcte, de façon détendue à cette rentrée universitaire sans aucun souci aujourd'hui. Donc on est là, on se prépare pour cette rentrée qui devrait avoir lieu pour les deuxième et troisième années le jeudi 19 septembre. Concernant les premières années et les masters, le mercredi 25 septembre 2019, nous devrons avoir effectué toutes ces opérations-là sans aucun souci. Aujourd'hui, il y a l'écho qui se répand, selon lesquels les masters à l'Université des Comores sont arrêtés. C'est totalement faux. Nous, ce qui est vrai, c'est que nous rencontrons aujourd'hui certaines difficultés, beaucoup de difficultés techniques concernant la faculté de droit et de sciences économiques, des difficultés en termes de capacité d'accueil, de difficultés en termes d'infrastructure, des difficultés en termes d'accueil donc de ces étudiants-là. Imaginez que dans ces masters-là,
En faculté de droit et des sciences économiques, nous avons jusqu'à 300, parfois jusqu'à 350 étudiants. Et on estime qu'un master, un vrai master, ne peut pas contenir jusqu'à 350 étudiants. C'est un faux, ce n'est pas du vrai. Donc nous allons nous donner le temps de réfléchir à cela. On ne ferme pas les masters, nous prenons le temps de rectifier les aberrations académiques, les aberrations pédagogiques liées à ces masters-là, car un master avec 300, je viens de le dire, 350, ce n'est pas un vrai master. Nous sommes en train de réfléchir à cela. Dès que le moment arrivera, dès qu'on aura résolu ces erreurs-là, nous sommes en train de rectifier des erreurs. Dès que ces erreurs-là seront rectifiées, ces masters en question s'ouvriront dans les conditions requises. 2 jeunes du pays se sont envolés ce mardi pour l'Arabie Saoudite participer à un concours du Saint-Coran. Avant qu'ils ne quittent le pays, le ministère des Affaires islamiques a organisé une cérémonie. Cette organisation, qui avait mobilisé autant de responsables, avait pour but essentiel de leur remettre les billets. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ibrahim Kababo, compte rendu de Mounira Issoufa. Ces 2 jeunes se sont vus remettre des billets pour aller représenter le pays à un concours du Saint-Coran en Arabie Saoudite. C'est une façon pour les autorités de sensibiliser le Comorien, en particulier les jeunes, à considérer avec le plus grand respect la parole de Dieu le Tout-Puissant, qui n'est d'autre que le Coran. Les responsables ont tout d'abord remercié l'assistance avant de montrer l'importance d'une telle initiative. À la fin de la cérémonie de remise des billets, le ministre a interpellé les bénéficiaires que le Coran, c'est parmi les priorités de toute personne en tant que musulman. Il les appelle donc à multiplier leurs efforts pour le promouvoir. Les responsables de l'aéroport des Comores ont signé ce mardi un protocole d'accord avec la coopération chinoise. Il s'agit d'un partenariat qui vise à renforcer les capacités des agents de la sûreté pour mener à bien leur mission de sécurité au niveau des aéroports. Reportage de Mohamed Saïd et Ibrahim Mkababo. Ce protocole d'accord entre en vigueur avec la formation en Chine, une vingtaine de techniciens et cadres des aéroports des Comores. Ces techniciens vont être redéployés pour renforcer le dispositif de contrôle et de filtrage des voyageurs et bagages. Sachez bien que vous partez pour une formation, vos aéroports vous attendent beaucoup à ce que vous reveniez avec beaucoup de bagages. Savez-vous qu'il n'y a pas de développement sans tête bien faite. Le combat du chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, nous a confié ces missions pour ramener le niveau à un niveau très excellent. Donc notre combat, c'est d'avoir des aéroports performants et sans une personnel qualifié, il n'y aura pas ces aéroports. C'est la raison pour laquelle je profite de cette occasion de remercier l'ambassade de Chine qui a bien voulu nous accepter cette formation, qui nous a beaucoup aidé pour que enfin nous arrivions à avoir les personnels et des personnels qualifiés. Nous n'arrêtons pas là. Bien sûr, il y aura d'autres départements qui vont partir sur cette formation et nous estimons que d'ici l'horizon 2030, que vous soyez capable d'amener cette émergence à un niveau très excellent. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon voyage. Les techniciens retenus pour prendre part à cette formation se disent satisfaits d'être choisis par l'ADC pour suivre cette formation en Chine. Je tiens à remercier particulièrement le directeur général des aéroports des Comores, M. Yasser Ali Assoumani, d'avoir donné cette chance à toutes les personnes que vous voyez devant vous. Donc, deuxièmement, remercier aussi les Chinois
à travers leur ambassade ici aux Comores, qui nous ont aussi facilité ce voyage. Un voyage qu'on peut dire un voyage prestigieux, un voyage qui va permettre à l'ensemble des personnes qui vont participer à ce voyage de venir avec une richesse, de venir avec des technologies nouvelles qui vont permettre à notre pays de suivre le chemin tracé par son Excellence le Président Azali Assoumani, de faire les Comores un pays émergent à l'horizon 2030. La formation des 20 techniciens de l'ADC en Chine s'inscrit dans une politique de lutte contre l'insécurité en permettant aux aéroports d'être en mesure de prendre des mesures appropriées pour les voyageurs. C'était le compte-rendu du Badria, c'est dommage. Les responsables de l'environnement tiennent une rencontre afin d'informer les institutions concernées par le changement climatique sur les opportunités du Fonds vert. Reportage de Kassim Suleiman, encore une fois le récit de Badria, c'est dommage. Les Comores prennent les dispositions qui s'imposent afin de bénéficier du Fonds vert créé en 2006. Le Fonds vert a été institué afin de favoriser le développement durable par la protection de l'environnement, la préservation et la lutte contre le changement climatique. L'atelier qui se tient depuis ce mardi jusqu'à demain informe toutes les parties prenantes sur les voies et moyens qui permettent aux Comores de bénéficier de ce fonds vert qui s'élève à plusieurs milliards. Donc l'objectif de cet atelier, comme le Fonds vert, c'est une nouvelle institution qui vient d'être créée, nous voulons sensibiliser et informer les institutions nationales à s'apprêter pour lever des fonds auprès du Fonds vert afin d'aider ou d'appuyer le développement du pays. Le point focal Fonds vert demande ou autorise l'agence pour aller chercher du fonds. Et le Fonds vert veut empêcher ou veut réduire cette stratégie ou cette tradition qui fait que toujours les pays passent par les agences des Nations Unies pour lever de fonds. Et pour votre information, ces agences prennent beaucoup d'intérêt dans ces fonds. Je vous donne par exemple, si nous avons un projet de 30 millions, mais l'agence accréditée prend 10% du fonds levé par le Fonds vert. Donc c'est beaucoup d'argent. Tous les projets passent par le PNUD retire 10% ou 8% du montant global financé par le Fonds pour l'environnement ou par le Fonds vert pour le climat. Le PNUD tire ou prélève 10% du montant global financé pour son travail qu'il fait, pour les consultants qu'il recrute afin de mobiliser ce financement. Toutes les institutions concernées par ce fonds vert doivent donc traiter directement Annuel Agence du fonds vert basé en Keb. C'était le récit de Halidi Mzouri. L'Union des Comores a participé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à la rencontre internationale des mouvements scouts de l'Afrique. Cette réunion avait adopté un programme commun sur les activités des jeunes scoutistes. Écoutons un des membres du mouvement scout. Les Selacantes des Comores sont actuellement au grand complet puisque la deuxième composante a foulé l'aéroport international Prince Edi Ibrahim pour défendre dignement les couleurs du pays contre les éperviers du Togo en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Reportage de Salim Ali Ratiraka. La deuxième composante des joueurs de l'équipe nationale des Comores, parmi lesquels les jeunes Sofouane Mbaye, est arrivée. À l'aéroport, la foule n'avait pas à craquer comme on avait l'habitude de les voir, mais l'euphorie a été au rendez-vous. Ce sont en effet les villageois de Zahadjou Wachili, localité dont est originaire Sofouani, qui a été accueilli comme un prince. Il est clair que les habitants de Zahadjou ne manqueront pas le rendez-vous du 6 septembre prochain. Je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, je vais prendre mon frère, qui était en France. Il vient de notre village Zahadjou Wachili. Notre star préférée, Sofouane Mbaye. On est vraiment très heureuse. On est prête pour aller voir le match, pour le soutenir. Seuls quelques véhicules de Wachili se sont livrés à un faible cortège dominé bien sûr par la couleur de la nature. D'emblée,
Plus de 100 tickets sont déjà achetés par les amateurs du ballon rond de Dahadjou pour soutenir à bras-le-corps le Salakant des Comores. La phase nationale comptant pour la Coupe RTC débute le 9 septembre prochain au stade de Moroni. La première demi-finale opposera Union sportive du CLA à FC Mbaté. La deuxième demi-finale du 11 septembre mettra aux prises Union sportive de Zilimadjou et FC Wani. Reportage compte rendu de Badria Sedomar. La Coupe ERTC première édition touche presque sa fin puisque l'on s'achemine vers la phase nationale de la compétition. Cette dernière regroupe les vainqueurs des finales régionales, à savoir Union sportive de Zilimadjou, appelée communément Bombondjema, Union sportive de Céléa, FC Wani d'Anjouan et FC Mbaté de Moéli. Le tirage au sort, placé sous la conduite de Dr Moussa, membre de la commission technique de la fédération, avait regroupé non seulement les membres de la Ligue de Ngazidja et de la fédération, mais aussi les représentants des clubs qualifiés pour cette phase finale. Cette épreuve a donné lieu à 2 somptueuses demi-finales. Un match d'ouverture prévu le 9 septembre, FC Mbaté devrait se méfier de l'Union sportive de Céléa qui accède cette saison 2019-2020 en première division. Nous avons une équipe jeune, nous avons encore des joueurs qui sont là, qui ont l'expérience, même si notre équipe vient de passer cette année en première division, mais quand même, si on se réfère par rapport à l'historique de notre équipe, il y a des compétences qui sont là, qui sont cachées sur le point de vue footballistique à Céléa. Là, tout le monde connaît que quand même nous avons les paramètres pour se battre et puis se permettre pour se confronter à n'importe quelle équipe commun. La deuxième demi-finale de la Coupe ORTC aura lieu le 11 septembre et mettra aux prises Union sportive de Zilimadjou et FC Wani. Les deux clubs vont aborder cette rencontre sous des auspices similaires, la victoire. Je suis clairement satisfait d'avoir trouvé Zilimadjou, Bombondjema sur ma route. Pourquoi? Parce que la ville de Wani et aussi le quartier de Zilimadjou ont une histoire au niveau du football comorien qui date de très longtemps. N'oublions pas l'AS Fegaf de Wani et Bombondjema autant. Ces deux équipes trônaient sur le football au Comores. Et là, c'est un match, même si Fegaf n'est pas là, mais FCO qui est de Wani, ça reste toujours un bon match très, très important. Et je sais que les Comoriens, quand ils ont entendu que c'est FCO qui va représenter l'île d'Anjouan, beaucoup de Comoriens se sont dit qu'ils aimeraient voir ça. En fonction des règles établies, le match de classement de la dite compétition est programmé vendredi 12 et la finale le 13 septembre au stade de Moroni. Cette compétition est bénéfique à bien des égards. Elle réunit et met aux prises les équipes de première division et de la deuxième. Elle rapproche donc les participants et les laisse rêver à de formidables surprises lorsqu'un petit poussé rencontre un ogre de première division. La Ligue de pétanque du Ngazidja a mis en route ce tout dernier week-end une compétition de la discipline appelée communément Trophée du Ngazidja. Cette épreuve se fixe comme objectif d'accroître l'expérience des pratiquants en vue de mieux représenter le pays dans des compétitions internationales. Reportage compte rendu de Mwanadjouma Papali. Développer efficacement les jeux de la pétanque, accroître l'expérience des pétanqueurs et dirigeants, ainsi que renforcer les capacités de l'institution, c'est en effet l'objectif que se fixe cette antenne de Ngazidja. Dans cette optique, elle s'est lancée dans l'organisation d'une compétition de la discipline intitulée Trophée de Ngazidja. Cette feuille de route pour le futur de cette discipline vise également à rapprocher les pratiquants des différentes régions. Plus d'une vingtaine d'équipes en triplette choisies se sont retrouvées au stade Zikumbini Dikoni pour conquérir le titre régional sur l'œil attentif du président Dr Nizar Hamada.
C'est un rendez-vous qu'on s'est donné annuellement depuis 2018 pour les boulistes de la Grande Comore afin qu'ils se retrouvent dans leur région et ensuite venir sur une phase finale. Donc là, c'est les éliminatoires. Donc il y aura une troisième journée qui va regrouper toutes les régions qui n'ont pas pu se représenter le 8 de ce mois. Et là, le 15, on aura notre finale qui va regrouper 32 équipes. Et à partir de là, les demi-finalistes, on aura d'abord le champion de Ngazidja pour l'année, mais les demi-finalistes, on va les envoyer en juin pour se mesurer avec les autres îles. Les pétanqueurs n'ont pas manqué à leur tour d'apprécier à sa juste valeur la mise en route d'un tel tournoi en Ngazidja. L'initiative que la fédération a mis en disposition pour organiser cette compétition, c'est très important parce que c'est une activité qui était avant et qui a avancé beaucoup le sport de pétanque aux années passées. Et si la nouvelle fédération vient de réveiller cette activité, et ça permettra bien sûr toutes les régions et les îles, l'ensemble des îles, d'être encore réveillées et être motivées pour cette activité de jeu de la pétanque. Cette compétition régionale, qui est dans sa deuxième journée, s'acheminera dans un proche avenir vers une phase nationale qui regroupera à Moroni les représentants des autres îles. On va préparer un document spécial Yahezeboul. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTC. Au revoir.